Alain Rioux, Alain Rioux de Papa en action, que vous connaissez probablement, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, Alain Rioux, qui es-tu? Bonjour Julie, merci pour l'invitation premièrement. Et bon, qui est Alain Rioux? Qui est les Papas en Action? Disons, on va commencer par les Papas en Action. Les Papas en Action, c'est un organisme qui a été créé il y a quelques années, qui avait au départ une mission, disons, un peu plus pour les œuvres de charité, pour venir en aide au niveau vestimentaire, pas juste pour les pères, mais aussi pour les mères, pour toute la famille, comme par exemple les patins d'hiver dans le coin de Verdun, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, je me suis joint à l'équipe et on a réorienté la mission de l'organisme vers plus le débat sur les questions de droit des parents, sur les questions législatives à venir, puisque moi, je suis, disons, un ancien employé de l'Assemblée nationale, comme à titre de recherchiste, par exemple, et je, je voyais venir les dossiers en droit de la famille et en protection de la jeunesse. Alors, et c'est des dossiers que j'ai étudiés en long et en large depuis quelques années. Donc, on a remodelé, si vous voulez, l'orientation, la mission de l'organisme pour s'ajuster au débat social et pour informer les pères et mères et aussi s'investir jusqu'au point où on demande maintenant d'être entendu en commission parlementaire, notamment puisque la position des parents biologiques n'a jamais été entendue réellement dans ces grands débats-là. C'est toujours le barreau du Québec, la Chambre des notaires, les représentants des familles d'accueil, l'ordre des psychologues, etc. Donc, on veut maintenant donner une voix. Donc, j'offre aux parents biologiques, aux familles, un porte-parole et aussi un travail ensemble sur le plan social et sur les revendications qu'on pourrait vouloir déposer. Et ce n'est pas dans une idéologie de conflit, mais dans un but de collaboration avec le législateur québécois. Donc, réforme de la loi de la protection de la jeunesse, pourquoi, d'où ça vient, quelles sont les origines? Présentement, on nous dit que la cause de cette réforme-là découle de l'événement, du drame de Granby qui est arrivé à Granby, qui vient d'être jugé par les tribunaux dans les derniers jours, où la belle-mère de la fillette a été accusée d'un meurtre finalement. Et là, le gouvernement du Québec, en quelque sorte, utilise, et c'est ça qui est dans le rapport Laurent aussi, même à côté de la photo de Régine Laurent dans son rapport, elle parle de Tilili qu'elle a surnommé. Par contre, en commission, moi j'ai témoigné de la deuxième journée de la commission Laurent, et par exemple, quand Valérie Assouline a témoigné, on n'a pas voulu qu'elle parle du cas alors qu'elle défend la grand-maman dans cette cause. Mais sur la scène publique aujourd'hui, on nous laisse croire que c'est la population qui a un peu une faute dans cette histoire-là, qu'on a des responsabilités dans cette histoire de drame ou de meurtre, si vous voulez, euh, publique, large, et comme le disait si bien François Legault dans un petit texto sur Facebook il n'y a pas tellement longtemps, le gouvernement va mettre maintenant l'intérêt de l'enfant avant la famille biologique. Écoutez, euh, on essaye de transférer la faute de l'État, selon moi, puisque dans le dossier de cette fillette-là de Granby, peu importe les événements, peu importe les faits, c'est un dossier qui était ouvert à la DPJ depuis 7 ans consécutifs, avec des dossiers, des signalements, des jugements. Tout le monde était au courant. Et d'ailleurs, Maître Assouline veut engager des poursuites contre le gouvernement aussi dans ça et les organismes qui étaient en charge. Donc, on n'a pas agi. Moi, je pense qu'il y a une faute d'inaction de l'État dans le dossier et que là, on est en train de nous pelleter ça sur la faute des parents biologiques du Québec, alors que la population n'a rien à voir dans ce dossier-là. Les intervenants, il y a eu plein de changements d'intervenants
Et même, on a défendu la position de la belle-mère, je crois, dans les dernières années de ce dossier-là. Et aujourd'hui, elle est accusée de meurtre, si vous voulez. Donc, il y a un peu de politique en arrière du dossier. C'est comme Maintenant, si on voulait un peu peut-être camoufler la négligence là, de la DPJ ou de l'État, là. la négligence est quand même évidente dans le Mmh. dossier et je veux dire, tout le monde qui va prendre connaissance de ce dossier-là, sans même aller sur le fond, vont comprendre que l'État n'a pas fait sa job, autrement dit. Et là, on vient, au lieu de corriger correctement la situation, on vient nous pelleter la faute et donner encore plus de pouvoir à la DPJ, alors qu'on pourrait proposer des solutions qui seraient beaucoup plus intéressantes, d'ailleurs comme celles que nous comptons déposer à l'Assemblée nationale avec le mandat qui m'a été confié par des milliers de parents biologiques du Québec, par exemple. Mmh. On en reparlera, tout à l'heure après, mais, j'aimerais avant que tu nous expliques, ben, en fait, cette réforme-là, qu'est-ce qu'elle amène à la loi, existante? Ce que la réforme amène à la loi existante, c'est que, en premier lieu, dans les premières pages du projet de loi 15, dans le fond, on semble que beaucoup de choses sont abolies, que beaucoup de choses sont retirées de la loi, alors que tout ce qui est retiré au début est replacé dans d'autres articles et remodelé ailleurs, en rajoutant de nouveaux chapitres, de nouvelles sections, de nouvelles parties. Et tout ce qui était là reste sensiblement à peu près pareil dans ce qui est les généralités de la loi, sauf que l'article 2.2 qui disait que le parent a la responsabilité première de l'enfant, ça, on le met à la poubelle. Autrement dit, l'article 2.2 établissait ce qu'est le principe de la primauté parentale. On enlève ça de la loi. Tout ce qui est autour de cet article-là, on va le loger ailleurs. Et dans l'article 4, qui est, si vous voulez, le guide de l'intervention de l'État dans la famille, on vient placer l'intervention de l'État en priorité sur le fait qui était avant de maintenir l'enfant dans sa famille biologique. On remodèle ça pour placer l'intérêt de l'enfant vu par l'État en premier lieu et la permanence des soins. Et aussi, on ouvre la porte d'une certaine manière à faciliter l'adoption des bébés, des jeunes enfants de moins de 5 ans et le placement en famille d'accueil jusqu'à la majorité de l'enfant, puisque la primauté parentale, en quelque sorte, l'État, du côté de l'État, l'État devait renverser la primauté parentale, même si depuis toujours, il est faux, comme le disait François Legault, que maintenant, dorénavant, l'intérêt de l'enfant va passer avant la famille biologique. C'est faux, ça a toujours été comme ça. Et ça, c'est inscrit dans les chartes, c'est inscrit dans le droit de l'enfant. Et c'est la Cour suprême l'a répété à plusieurs reprises, des jugements de cour d'appel. Ça a toujours été comme ça depuis 50 ans. Sauf que, pour en arriver là, il faut faire une démonstration sérieuse. Et le fardeau de la preuve est sur les épaules de l'État. Donc, en enlevant la primauté parentale, l'article 2, et en donnant plus de pouvoir à l'État, donc la démonstration et le fardeau de la preuve pour placer des enfants ou les mettre en famille d'accueil devant la justice devient allégé. Donc là, l'État se donne un pouvoir supplémentaire agrandi de pouvoir placer plus facilement, et c'est ça qu'on entend sur toutes les tribunes, que Mme Laurent répète, on veut donner une famille pour la vie à l'enfant. Donc, c'est un peu le changement de cette partie-là. Après ça, on nous dit qu'on va rajouter un avocat pour tous les enfants. C'est déjà le cas. Mmh. Je vous dirais que probablement 99 des enfants ne sont jamais entendus devant le tribunal et en vertu de l'article 80 actuel, lorsque les parents sont en désaccord avec l'intérêt de l'enfant ou la DPJ, si vous voulez, on nomme un avocat pour l'enfant, mais c'est dans quasi tous les cas. Donc maintenant, ça va devenir automatique, l'enfant va avoir un avocat.
Toutefois, il faut, nous, de notre côté, on veut rajouter des balises par rapport à ça, parce qu'on sait qu'il y a des avocats qui tentent d'influencer aussi les enfants pour aller du côté de la DPJ. On y reviendra. Ça, c'est une chose. L'autre grande chose qu'on rajoute dans cette loi-là, c'est qu'on vient créer un nouveau poste, le nouveau poste de Madame Lemay, qui devient directrice provinciale. Toutefois, ce poste-là a été proposé il y a déjà 40 ans et ça a été proposé à plusieurs reprises parce qu'on sait que dans certaines régions, il se passe des choses qui ne se passent pas dans d'autres régions. Par exemple, je vous dirais qu'il y a des régions qui vont faire beaucoup, beaucoup plus de mesures volontaires que de saisir le tribunal. Il y a des régions où ils vont saisir le tribunal dans presque 80% des cas, alors que dans d'autres endroits, c'est 20-25%. Qu'est-ce qui explique ces changements, ces différences-là entre les régions? On ne sait pas. C'est que les directions de la protection de la jeunesse sont nommées par les directeurs régionaux des CI3S, premièrement. Le changement qu'il va y avoir, c'est que Mme Lemay va avoir un mot à dire là-dedans. Donc, ça va un peu uniformiser le type de réponse? C'est l'objectif. OK. Toutefois, je veux dire, on donne un pouvoir réglementaire à une seule personne, alors que dans d'autres projets de loi plus anciens, c'était un comité qui était piloté notamment entre le ministère de la Justice et le ministère des Affaires sociales pour faire la job qu'on donne maintenant à Mme Lemay. Et ça, les travailleurs sociaux se sont opposés à ça pour avoir le pouvoir complet. Et on a donné juste une DPJ sans comité qui chapeaute l'organisme. Et là, on vient rajouter un directeur régional, mais en fait, c'est une ancienne directrice de la protection de la jeunesse qu'on met en place. OK. Et l'autre élément, pour terminer la question, l'autre élément, c'est qu'on rajoute un immense chapitre sur les Autochtones et le service de la DPJ envers les Autochtones. Et encore là, je veux dire, il faudrait premièrement, comme on le demande, que François Legault arrête son action en justice pour ne pas empêcher le projet de loi C-92 qui donne le droit aux Premières Nations de s'occuper de leurs propres enfants. C'est Québec qui empêche l'entrée en vigueur de cette loi-là depuis 2 ans. Et là, c'est comme si on donne des fleurs aux Autochtones, on essaye de les courtiser avec un beau chapitre dans la nouvelle loi pour garder la mainmise sur ce pouvoir qui est provincial. La protection de l'enfant, c'est provincial. Donc, on ne veut pas laisser aller de pouvoir. De toute façon, on va devoir en arriver là. Nous, ce qu'on propose, c'est d'enlever carrément ce chapitre-là de la loi et de donner l'autodétermination aux Premières Nations sur le droit de gérer leur propre protection de la jeunesse. Et ils font déjà beaucoup mieux que la DPJ. Par exemple, l'exemple des Atikamekw qui ont baissé le taux de judiciarisation de 80% depuis qu'ils s'occupent de leur protection de la jeunesse. On devrait suivre leur exemple. Wow! Et ça, c'est depuis quand, ça? Ça fait quelques années déjà, là. OK, OK. Mais quelques années, genre, entre 0 et 5 ans? Le temps exact, ouais, je fais plus que ça. Plus que 5 ans? Ouais, je pense. Ouais. Mais c'est quand Mais même énorme, 80% de réduction. oui, oui, et les autres, c'est l'introduction de la communauté dans la prise de décision, au lieu que ce soit juste un juge de la Chambre de la jeunesse. Et nous le savons, les juges de la Chambre de la jeunesse sont d'anciens avocats du DPJ. Ouais. D'ailleurs, j'invite les gens à aller voir le site web de Papa en action. Vous avez des vidéos là-dessus qui parlent de ça. C'est vraiment, on le voit là, on peut pas le nier. Oui, bon, moi, comme je vous disais, j'étais recherchiste, donc j'ai fouillé. Et toute l'information qui est divulguée, je tiens à le préciser, c'est de l'information qui vient de la documentation institutionnelle déposée à l'Assemblée nationale. Et c'est des fichiers que les directeurs de la protection de la jeunesse transmettent au ministre de la Santé, par exemple, qui ont permis de déterminer une chose importante, c'est que la DPJ gagne 98,4% de toutes ces demandes, toutes ces requêtes de prise en charge de l'enfant devant la Chambre de la jeunesse. Donc, toutes les données, toutes les informations qui sont là proviennent des sources institutionnelles. Mm.
Donc, C'est ce que je vais te je pense demander. que ça fait un peu le tour pour les changements majeurs dans la loi. Il y a Mhm, quelque chose aussi sur la transmission euh, des documents, des renseignements confidentiels, mais je vous dirais que, d'une manière générale, cette loi-là ne change pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a, à mon sens, à moi qui connais bien le dossier, mhm. je vois pas de changement majeur dans cette loi-là et je ne crois pas qu'enlever l'article 2.2 de la loi va changer des choses et va permettre de sauver plus d'enfants. Je suis désolé, mais j'y crois pas. OK. Mais d'un autre côté, est-ce que les parents ont des raisons justifiées de craindre justement ces changements-là? Parce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent: «Ah ben là, c'est la fin de la primauté parentale carrément». Est-ce que c'est, vraiment, aussi dramatique que certaines personnes peuvent, le penser, Écoutez, ces changements-là? à court terme, je ne crois pas que ça va changer beaucoup, beaucoup de choses. Mmh. Maintenant, pour un avenir un peu plus loin, si on enlève toujours des droits à la famille biologique et à chaque fois qu'il y a une réforme, la famille biologique perd des plumes Mmh. et il faut, remettre, les pendules à l'heure selon moi parce que l'intervention de l'État est défaillante à bien des égards et si en plus parce que là, en enlevant un peu ce qui est dans le code civil reste, d'une certaine manière, il est rechan il est passé à l'article 11.4, je crois, le droit du parent, mais il reste que ce droit-là, perd des plumes beaucoup, beaucoup, là et je vous dis, c'est là que le danger à long terme et dans les années 2000, par exemple, on a changé des choses, à la Cour suprême, dans une décision de la Cour suprême, à l'effet que maintenant, on peut agir juste sur une notion de prévention. Donc là, on a juste besoin d'invoquer un risque de quelque chose et on peut partir avec l'enfant, là. OK, c'est comme le pre-crime un peu, la notion de je C'est sais pas parce comment dire ça en français, le pre-crime, mais en tout cas, c'est juste de penser à commettre un crime, s'il y a des risques, on va intervenir alors qu'il s'est rien exactement. produit. Ouais. Et comme un exemple que je citais il n'y a pas longtemps, c'est une famille, par exemple, marocaine qui était pour retourner dans leur pays et il y a eu, une altercation entre la mère et une de ses voisines et bon, il est évident qu'elle a appelé la DPJ. La DPJ est arrivée pas longtemps après et avec les policiers, ils ont défoncé la porte, sont partis avec les 5 enfants sous le prétexte que les enfants n'étaient pas capables de répondre aux questions des intervenants, donc qu'il y avait probablement une lacune sur le plan éducatif parce que les enfants ne parlaient pas correctement le français. Donc, au bout d'une semaine, on a retourné les enfants dans la famille. Toutefois, je veux dire, ça ne fait pas de sens qu'on fasse des choses comme ça à cause d'une notion de prévention. Donc là, on peut enlever des enfants n'importe quand, n'importe où Ouais. et personne n'a rien à dire, là. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Donc, les enfants sont revenus traumatisés de cette expérience-là, dont un enfant qui est revenu avec des marques sur le corps. Et je veux dire, ces enfants-là risquent d'être marqués pendant un certain temps. Il faut mettre des balises. Il faut avoir des moyens. Et je Mmh. vous donne un exemple, c'est un peu comme une chose qu'on propose, par exemple, sur les signalants. Depuis 1977, personne ne peut poursuivre un signalant. C'est-à-dire Et une personne qui va signaler, oui, la personne qui vous signale à la DPJ, personne mmh, ne peut les poursuivre, à moins de démontrer la mauvaise foi. Mais ça n'a jamais changé depuis 1977 où on est passé à ce moment-là de 23 000 signalements par année. On a rendu aujourd'hui à 120 000 signalements par année. Et comme quand j'ai passé à l'émission de Paul Arcand, M. Arcand disait, M. Rioux, il dit, moi, je reçois une quantité phénoménale de courriels de parents qui m'informent qu'ils se sont fait signaler par leurs ex ouais. dans les conflits de séparation. Donc là, il y a des signalements malveillants. Il y a beaucoup de signalements qui sont malveillants. Et là, la DPJ est prise à analyser ces signalements-là. Et pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas des cas graves, des cas dangereux. Mmh. Donc, on veut réintroduire dans la loi, on demande de réintroduire un droit civil
de pouvoir poursuivre les personnes qui ont agi par malveillance. Mmh. Et il y en a, il y en a. Ouais, ouais. Donc ça, c'est une des propositions que vous avez là pour, Mmh. mettre des balises là. Quoi d'autre? On a beaucoup de propositions. Premièrement, la première grande proposition, on demande la restauration complète du principe de primauté parentale comme elle était auparavant et on demande l'intervention de la DPJ qui doit suivre un ordre de priorité. Mmh. C'est-à-dire que premièrement, c'est le maintien de l'enfant dans son milieu naturel et deuxièmement, c'est le principe d'égalité des pères et mères en cas de séparation qu'on favorise et qu'on donne les moyens pour qu'ils puissent s'investir les deux. Aujourd'hui, la DPJ rentre pour un conflit de séparation. Il faut s'attendre qu'un des deux parents perde ses droits assez rapidement dans les 2 années qui viennent. Ensuite, on introduit au troisième niveau le principe de la famille de proximité, c'est-à-dire si on ne peut pas maintenir l'enfant dans son milieu naturel, mais là qu'on s'adresse aux grands-mamans, aux grands-papas et aux mononcles et aux matantes des deux familles, des deux milieux de la famille, pour s'occuper des enfants. Ceux qui peuvent le faire et qui sont intéressés à le faire devraient avoir une priorité. Et ça, ce n'est pas respecté actuellement. Ensuite, on parle de la primauté culturelle, c'est-à-dire que si on ne trouve pas une personne dans les familles rapprochées de la famille biologique, et s'il s'agit d'un cas d'un enfant autochtone ou d'un enfant iranien ou d'un enfant marocain ou peu importe, qu'on aille voir dans sa communauté pour trouver quelqu'un qui va pouvoir s'occuper et prendre soin de l'enfant dans sa communauté. Et si on ne trouve pas, ni dans la famille de proximité, ni dans la communauté culturelle de l'enfant, bien là, à ce moment-là, on engagera les familles d'accueil du gouvernement qui reçoivent 25 000 à 40 000 par année, par enfant. Ben Et justement, j'avais une question à ce niveau-là. Comment ils choisissent les familles d'accueil? c'est la DPJ qui passe des séries de tests et d'examens aux personnes pour les choisir. Mais je veux dire, je vous donne l'exemple d'une petite fille dont on m'a envoyé des photos il n'y a pas longtemps, qui est revenue, d'un petit bébé qui est revenu avec un œil au beurre noir alors que les parents voulaient que l'enfant soit placé chez la grand-maman. La DPJ n'a pas voulu. Et au bout de 4 semaines, ben là, on a ramené l'enfant chez la grand-maman, mais magané, comme on dit. Ouais. Mmh. Donc, Donc on était rendu à la primauté culturelle. Après la primauté culturelle? bon, ce qu'on demande comme bon, après la primauté culturelle, dans le fond, c'est là qui devient le rôle de l'État qu'aujourd'hui, dans le projet de loi 15, on met en premier. Nous, on dit qu'il faut le mettre en dernier. Et là, ce sera les familles d'accueil et l'adoption, etc., l'institutionnalisation de l'enfant s'il y a lieu. Donc ça, c'est de remettre la primauté parentale sur la table et que l'État fasse son rôle. C'est l'État qui a le fardeau de démontrer tout ça, Mmh. qu'il faut placer l'enfant. Et là, en enlevant la primauté parentale, je vous disais, c'est qu'on se décharge un peu de ce fardeau-là. Il faut remettre les pendules à l'heure, ça c'est fondamental. Deuxième chose, je vous l'ai dit tout à l'heure, deuxième grand dossier, c'est l'autodétermination des peuples autochtones de gérer leurs propres choses et que Québec abandonne son action judiciaire contre le projet de loi fédérale qui donne l'opportunité aux Autochtones de gérer. Maintenant, troisième grand dossier, ce qu'on propose, on propose la création de 2 organismes indépendants de la DPJ. Et dans cette situation-là, la DPJ ne serait plus chargée de faire l'analyse des signalements. Donc, on demande de créer le numéro 119 comme c'est déjà en France, c'est-à-dire que vous appelez au 119 au lieu du 911 et c'est le centre d'appel de l'unité d'intervention jeunesse de la Sûreté du Québec qui répond. Et là, on aura des gens formés sur la notion de dangerosité. OK? Des enquêteurs formés pour ça, pour évaluer la dangerosité. Et si un enfant, selon l'unité d'intervention jeunesse, considère qu'il y a danger pour l'enfant,
en claquant des doigts, on dépêche un policier immédiatement sur les lieux en quelques minutes, le policier le plus proche au Québec. Et il pourra avoir quelques mesures de formation pour les policiers de la Sûreté du Québec, bien entendu, dans ce dossier-là. Maintenant, lorsqu'on constate que si le policier constate que l'enfant n'est pas en danger, là, on passe le signalement au deuxième organisme qu'on appelle le comité régional multidisciplinaire. Donc, le comité régional multidisciplinaire est composé, on demande qu'il soit composé d'un médecin, d'un psychologue spécialisé en enfance et en adolescence, un policier spécialisé de l'UIJ, un avocat formé en éthique, un travailleur social et un recherchiste spécialisé. Donc, ça, c'est une équipe multidisciplinaire. Et ça, l'idée que le signalement soit d'abord évalué par un comité, c'était déjà dans un projet de loi en 1974. Mais on a tout abandonné ça quand le gouvernement de René Lévesque a pris le pouvoir après Bourassa. On a jeté les projets de loi à la poubelle et c'est toujours ça qui se passe quand il y a un changement de gouvernement. Et là, on a donné le pouvoir total à la DPJ. Donc, on demande que ce comité-là soit multidisciplinaire. Et je vous dirais que dans la formation des intervenants aujourd'hui, dans la formation spécialisée pour être intervenant à la DPJ, c'est une formation d'une couple de jours là, pour prendre ces décisions-là, pas plus. Donc, nous, on demande que ce soit un médecin, un psychologue et toute une équipe qui travaille en collaboration multidisciplinaire pour prendre les décisions sur les signalements. Et non pas n'importe quelle jeune fille qui sort du cégep à l'âge de 20 ans. Qui a peu d'expérience, probablement pas d'enfant non plus, mais c'est ça. Donc, si je comprends bien, actuellement, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est une intervenante ou un intervenant de la DPJ qui va prendre cette décision-là, toute Régional. seule? Régional. OK. Donc là, c'est régional. Chaque région a son centre d'appel et c'est une des intervenants qui sont spécialisés en évaluation qui prennent les appels et qui prennent les décisions et Prenez qui des les codent 1, 2, 3 et après ça, ils envoient ça dans les centres jeunesse. OK, Bon, donc ils prennent la décision tout seuls, sans avoir de réunion avec un comité quelconque, sans parler à qui ils que ont ce des soit? chefs d'équipe, etc., OK, mais je veux mais dire, il reste que c'est des intervenants de la DPJ. mmh Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un médecin dans le décor, qu'il y ouais, ait un un travailleur social, psychologue, qu'il y ait un psychologue dans le mmh décor. Parce que là, je veux dire, dans l'état des choses actuelles, ça peut être des jeunes personnes qui ont juste une formation collégiale qui peuvent prendre ces décisions-là. mh. Donc, on demande aussi que ce comité-là puisse se déplacer dans les locaux des CLSC, qui soient indépendants. Et le mandat central du comité régional est de rencontrer la famille, les enfants, les parents et de leur proposer des services de première ligne ou des services institutionnels pour les aider à régler leurs problèmes. OK? Donc, c'est un but d'une équipe de professionnels pour conseiller et aider l'enfant et sa famille. Ça, c'est la notion centrale du comité multisectoriel, si vous voulez. Le but étant toujours de garder l'enfant dans sa famille, biologique. Ben écoutez, je veux dire, pourquoi investir, aujourd'hui, on investit 300 millions de dollars par année dans les familles d'accueil. Pourquoi on n'investirait pas un peu de cet argent-là pour aider les familles? En effet. Et quand c'est la grand-maman ou la famille de proximité qui se charge de l'enfant, ils n'ont pas nécessairement les mêmes moyens financiers que les familles d'accueil subventionnées par le gouvernement. Mmh Un autre aspect de ce comité-là, c'est qu'il aura une indépendance judiciaire complète et qu'il pourra aller témoigner devant les audiences en protection de la jeunesse devant la Chambre de la jeunesse et à la demande de toutes les parties. Aujourd'hui, la DPJ peut payer des psychologues et les faire témoigner, leur faire des évaluations, mais les parents ont beaucoup de difficultés à trouver des psychologues qui vont pouvoir aller faire une contre-expertise. C'est très rare et même dans certaines régions, je parlais avec des avocats qui me disaient, il y en avait un il y a 2 ans, on n'a plus. Wow. Donc, on n'est même pas capable de trouver un psychologue qui va faire une contre-expertise contre la DPJ. Alors là, imaginez, je veux dire, le juge,
a presque les mains liées. Mhm. Donc, on veut que ce comité-là, les psychologues de ces comités-là puissent aller témoigner, mais d'une façon indépendante. Ça, c'est une autre chose. Maintenant, l'autre grand dossier qu'on propose, c'est un tribunal spécial. On nous a parlé d'un tribunal spécialisé, par exemple, dans la question des violences sexuelles, etc. Donc, on demande un tribunal spécial pour juger des choses, pour avoir plus d'impartialité. Parce que là, on se questionne sur l'impartialité, étant donné que c'est presque 90%, c'est des avocats du gouvernement qui sont nommés juges. Et beaucoup sont d'ex-employés de la DPJ, donc qui reçoivent leurs collègues de travail plaider devant eux. Donc, c'est questionnable le système actuel. Donc, nous, on demande que pour les causes graves, c'est-à-dire que lorsqu'on va retirer un enfant de sa famille, lorsqu'on va faire de la déchéance parentale, qu'on va enlever les droits parentaux aux parents, qu'on va placer en institution l'enfant, qu'on va le placer à l'adoption ou un placement à majorité, que ce soit un droit des parents ou de n'importe quelle partie en cause de demander un tribunal composé d'un juge et d'un jury de 12 personnes représentatives de la situation de l'enfant et de la société. Et nous avons calculé que le coût d'un jury, si on donne le même salaire que les jurys dans les causes criminelles, par exemple, qui est un peu plus de 100 $ par jour pour 12 personnes, donc on calcule facilement que c'est 1 000 $ pour une journée d'audience avec un jury d'à peu près 12 personnes, que si sur une année complète, on estime que ça pourrait être des coûts d'entre 5 et 10 millions de dollars par année, alors qu'aujourd'hui, dans le budget de 1,5 milliard de la protection de la jeunesse, il y a 300 millions qui s'en vont aux familles d'accueil et 200 millions qui s'en vont pour payer le judiciaire et tous les avocats et juges, selon nous, qui travaillent dans ce système-là. Donc, demander un 10 millions, je pense que ce n'est pas demander la lune. C'est tout à fait raisonnable. Ensuite, on demande beaucoup de choses, mais on n'aura pas le temps de tout parler de ça aujourd'hui, je ne penserai pas, là. De baliser le rôle de l'avocat de l'enfant. Donc, on demande que ça soit inscrit dans la loi que l'enfant doit rencontrer au moins 45 minutes l'enfant dans un environnement décontracté et rassurant et que l'enfant ne doit pas l'avocat, ne doit pas influencer le rôle, la décision de l'enfant. Et on sait, on a des preuves de beaucoup de dossiers où les avocats qui sont nommés par la Chambre de la jeunesse tentent d'influencer des enfants sur leurs décisions pour aller du côté de la DPJ. Quels intérêts ils auraient à faire ça? Ben écoutez, je veux dire... Question naïve. C'est une belle petite job, en quelque part, être avocat de l'enfant, parce qu'au tribunal, les avocats de l'enfant ne plaident pas beaucoup. C'est les avocats de la DPJ, les avocats qui défendent les parents qui vont se coltailler, si je peux dire. Et à un moment donné, vers la fin de la séance, le juge demande à l'avocat de l'enfant c'est quoi la position de l'enfant. Donc, l'avocat de l'enfant se lève et il dit, souvent, très rapidement, l'enfant est en accord avec la position de la DPJ et s'il se rassoit, ça finit là. Et là, il est payé pour une journée d'audience devant le tribunal, au tarif de l'aide juridique, on me dira. Toutefois, et il y a une autre grosse partie des avocats ensuite qui ont travaillé dans les articles 80 nommés avocats de l'enfant qui ensuite ont la possibilité de devenir juge à la Chambre de la jeunesse. Parce que c'est la deuxième, si vous voulez, le deuxième groupe le plus important de juges de la Chambre de la jeunesse, c'est les avocats qui ont été avocats de l'enfant après les avocats de la DPJ. Donc, il y a des suites à être avocat de l'enfant, vous comprenez? Donc, je dis ça sous toute réserve, bien entendu. Sur la question de la divulgation des renseignements confidentiels, première chose, on demande que
parce que là, on tente d'ouvrir la porte toute grande sur la divulgation des renseignements confidentiels sur les parents et sur l'enfant, sans leur consentement. Et là, on va à l'encontre des droits fondamentaux de la personne. Maintenant, on croit que tous les renseignements qui concernent la santé et les soins dont l'enfant a besoin doivent être divulgués par la DPJ. Et on a entendu des témoignages devant la commission Laurent de médecins qui disaient, bon, les familles qui ont accueilli les enfants ne savaient même pas que les enfants devaient prendre tel et tel médicament. Donc ça, on pense que c'est essentiel. Maintenant, lorsque l'enfant sera adopté ou placé en famille d'accueil dans le même esprit, les familles d'accueil et les parents adoptifs pourront demander l'information sur les parents et les enfants. Dans les autres cas, on demande que tout transfert de renseignements personnels, qui est un droit fondamental à la vie privée, reçoive d'abord l'approbation de l'avocat spécialisé en éthique du comité régional, qui est indépendant. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a un avocat là aussi. Ouais. Donc, on demande que cet avocat-là prenne les choses en considération pour donner une attestation. Donc là, on ne pourra pas transmettre d'informations à n'importe qui, comme ça semble être le cas avec le projet de loi 15 présentement. Mm-hmm. Sur la question de l'obligation de signaler, on aimerait également que les avocats et les notaires soient obligés, comme toutes les personnes de notre société, à signaler au moins un acte d'agression sexuelle et un acte de sévice corporel, parce que présentement, les autres sont exempts de ça. Sur la question de l'immunité des signalants, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on demande d'ajouter dans la loi qu'en vertu des critères exceptionnels de cette loi, nul ne peut signaler une situation en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, parce que, bien entendu, ça va à l'encontre des exigences de la bonne foi. Par conséquent, on demande d'ajouter un nouveau droit de la famille à se protéger contre les signalements malveillants. Donc, lorsque les signalements ne seront pas retenus ou que le tribunal n'accueillera pas la demande de la DPJ, par exemple, ou que le dossier est fermé. Et on sait que dans beaucoup de dossiers, après 1 an, 2 ans, 3 ans, oups, le signalement, les motifs du signalement qui étaient prévus au début, ils tombent. Okay. Par exemple, si un père est accusé de violence conjugale ou qu'une mère est accusée de problèmes de santé mentale ou des choses comme ça, à un moment donné, ce n'est plus le cas. Donc, quand ces signalements-là avaient été faits dans ce but-là et qui sont fautifs, qui sont malveillants, qui sont téméraires, bien là, à ce moment-là, que l'on transfère l'information sur les signalements et les dossiers connexes, les notes évolutives aux parents et à la famille qui pourront regarder tout ça. Et si eux autres décident qu'ils ont été lésés dans leurs droits et que ces signalements-là leur ont causé préjudice, même affaire qu'aujourd'hui avec la loi 55, si vous avez été victime de violence sexuelle il y a 30, 40, 50 ans, vous pouvez engager une poursuite civile. Donc, pourquoi les parents ne pourraient pas engager de poursuites civiles contre des personnes qui ont agi avec malveillance à leur égard? Et ça n'a jamais été changé dans la loi depuis 1977. Personne ne s'est penché là-dessus. Et on rajoute d'autres choses quant aux droits de l'enfant et des parents, notamment de pouvoir participer à la création du plan d'intervention. Et ça, c'est une chose. Il y a même des parents qui... Ça fait 1 an qu'ils sont à la DPJ avec leur famille et ils n'ont même pas reçu le plan d'intervention encore. Et il y a eu beaucoup de plaintes à ce niveau-là qui ont été données au protecteur du citoyen. Le protecteur du citoyen l'a dit également devant la commission Laurent. Et une autre grosse mesure qu'on demande d'inscrire dans la loi, et je reviens sur le fait que c'était déjà dans des projets de loi, notamment celui de 1974, qu'on donne le droit à l'enfant et à ses parents de proposer d'autres mesures que celles qui ont été choisies par la DPJ, de pouvoir demander conseil sur ces mesures-là au comité régional qui est indépendant et de pouvoir en discuter avec le directeur de la protection de la jeunesse
Ce qui fait du sens, et là-dessus, je vous rappelle pour terminer les propos du juge Lheureux-Dubé de la Cour suprême du Canada. Pardon, je reviens. Qui disait que souvent, les experts se contredisent dans leur expertise, et notamment quand il y a des parents qui ont beaucoup d'argent pour payer des experts, les experts finissent par se contredire. Et là, le juge Lheureux-Dubé disait que les experts ne savent souvent pas mieux que les parents quel est le besoin de l'enfant. Et ça, je veux dire, c'est dur à contredire. Absolument, Donc, j'en doute. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'en doute pas. on demande que le droit de l'enfant et de ses parents de proposer d'autres mesures que celles choisies par la DPJ, où aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les parents ne sont même pas invités à participer au plan d'intervention et beaucoup de gens nous ont donné dans nos sondages des informations pour lesquelles les plans d'intervention n'étaient pas du tout appropriés lorsqu'ils en ont reçu. Donc, il y a plusieurs autres mesures, mais là, j'invite les gens à aller sur notre site Internet et consulter toutes les modifications proposées pour la famille et par la famille biologique. Ça se trouve dans quel onglet? Ça se trouve dans l'onglet Référendum et c'est le premier document en haut de la page. Ensuite vient le bouton rouge pour appuyer notre démarche, c'est-à-dire me confier le mandat de défendre ces arguments-là à la commission parlementaire dans les consultations particulières. OK, donc c'est dans C'est le premier référendum, ici. Exact. Et à côté, vous avez l'onglet formulaire DPJ. C'est pour les familles qui ont vécu des événements avec la DPJ qui peuvent témoigner. Et à partir de ça, on va rajouter, nous, des statistiques dans le rapport qu'on va remettre à l'Assemblée nationale. D'accord. Et la commission parlementaire, elle a lieu quand? Est-ce qu'on a une date pour ça? Bon, ça, comme j'en ai parlé sur notre site, c'est le document que vous montrez exactement présentement, là. Okay. Tous les changements sont... Mais c'est en évolution, là. On est en train de le travailler. Ça, c'est le bouton rouge pour appuyer la démarche exacte. Merci beaucoup. Donc, mercredi de la semaine passée était la dernière semaine parlementaire intensive. Donc, le mercredi, la séance qui visait sur le projet de loi 15 a été ajournée, OK, pour accepter pas le dépôt, mais les propositions. Le nom m'échappe, je m'excuse. Donc, c'était ajourné. C'était remis au feuilleton pour le jeudi et le vendredi, mais bien entendu, le jeudi et le vendredi, on a parlé beaucoup du projet de loi 2 sur les mères porteuses notamment et d'autres affaires. Ça a tourné beaucoup autour aussi de la question des CHSLD, qui est une horreur. Donc, c'est resté en suspens. La séance a été suspendue mercredi à 18h et là, c'est arrêté. J'ai parlé avec la secrétaire parlementaire de la commission parlementaire sur la santé. On ne sait pas quand, mais en 18 janvier 2022, il y a une commission parlementaire qui va commencer sur les soins des médecins omnipraticiens. Et on peut normalement, la session parlementaire en tant que telle commence, elle, au début février, normalement. Donc, on peut se douter que possiblement, ça n'ira pas avant février prochain pour qu'on termine déjà ce qui avait été commencé dans la semaine passée, qui était ajourné, et qu'ensuite, on donne le mandat à la commission parlementaire sur la santé et les services sociaux. Et lorsque la commission parlementaire va recevoir le mandat, elle va publier l'ouverture des consultations particulières dans lesquelles on a déjà fait une demande anticipée pour intervenir. OK, parfait, parfait. Donc, dans le bout de février 2022, la commission parlementaire et puis Ça pourrait être avant, mais j'en doute. Ouais. Bon, parfait. Ben merci beaucoup pour, toutes ces explications-là. C'est beaucoup, beaucoup plus clair, puis on voit que vous avez vraiment beaucoup de propositions. Puis là, j'imagine c'est vraiment juste un survol là, des propositions Oui. que vous allez faire. Et le danger
comme le soulignaient les Nations unies, c'est le placement inutile des enfants. Et Mmh. c'est pas garanti que parce qu'il y a un problème dans une famille biologique, qu'on va prendre l'enfant, qu'on va le placer dans une famille d'accueil, qu'il n'y aura pas de problème dans la famille d'accueil. Et là, je reviens à l'exemple de la petite fille qui est revenue avec un œil au beurre noir il n'y a pas longtemps. Mmh. Donc, jusqu'où on va dans cette direction-là de donner plein pouvoir à l'État de faire ce qu'il veut avec les enfants de la famille biologique sans aucune balise? Ouais. Jusqu'où il faut aller? Et c'est pour ça que j'offre aux parents biologiques, dans le fond, des nouvelles solutions et qu'on aille se représenter avant que la loi soit passée. Parce que Mmh. lorsque la loi va être passée, après ça, c'est le judiciaire qui va appliquer la loi. Mmh. Et là, ben là, ça sera la bataille, mais Ouais. pas grand chance de gagner si vous n'avez pas de moyens dans la loi. Il faut inscrire des moyens de se défendre dans la loi. Si on en a on fait juste perdre et perdre et perdre et perdre des moyens dans la loi, la famille biologique, il n'y en aura plus de moyens de défense. Il n'y en a déjà pas beaucoup. Parce que l'étude que j'ai faite des dossiers, des fichiers AS 480 des directeurs de la protection de la jeunesse révèle que dans les 10 dernières années, la DPJ a gagné 98,4 C'est de ses demandes énorme, de ouais. prise en charge. Est-ce que c'est acceptable? Ben, on peut douter de la partialité, disons, de Il y a une du apparence de système. partialité, Mmh. surtout quand on sait que c'est des anciens employés de la DPJ qui deviennent juges. Exactement. Donc, ben, merci infiniment, Alain, pour, ce topo, vraiment ce portrait, de cette réforme-là. On invite les gens, en terminant, à aller sur le site de Papa en action. Je vais le remettre à l'écran. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Donc, voilà, c'est lespapas.org, pour, justement, là, si vous voulez appuyer, là, la démarche, pour aller en commission parlementaire. C'est ici, référendum 2021. Donc, voilà, vous cliquez sur référendum. Mais il y a tout plein de choses, intéressantes à voir. Il y a, aussi, bon, dans les actions, je crois. Les vidéos sont où exactement? C'est dans Cliquez sur, vous êtes déjà dans la page référendum, descendez plus ouais. bas. Dérouler vers le bas. Donc là, il y a quelques étapes. Bon, ça, c'est des Ah, vidéos qui informent sur l'abolition au début, comment ça s'est passé. Descendez un peu plus ici. bas. Plus bas, étape 2. Donc là, c'est les questions référendaires qu'on a proposées que les parents peuvent répondre. Mmh. Plus bas, plus bas, plus bas. Donc là, vous allez arriver aux capsules informatives qui présentent la série Les enfants du gouvernement. Donc, c'est toutes les capsules sur l'histoire de la DPJ, la primauté parentale, l'égalité, la cour des pairs qu'on propose, etc. Et en dessous de ça, en dernière étape, il y a une autre série qu'on avait commencé l'an dernier, qui était un documentaire qu'on a appelé Magistrature ou dictature, où là, on épluche toute la situation de la judiciarisation et plusieurs dossiers sont étudiés dans cette série-là également. Tout Donc, ça, c'est lié vraiment aux la droits de protection, l'enfant, là, protection de l'enfant. oui, OK, donc il y parfait. en a pour une bonne trentaine d'heures. Ouais, mais c'est vraiment vraiment merci, c'est tout est là, hein? Toute l'information dont vous avez besoin sur le sujet, elle est là. Merci infiniment, Alain, encore d'avoir été avec nous. On invite les gens vraiment à visiter votre site et à vous contacter. Donc, ben, voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir, Julie, et merci beaucoup pour votre invitation. À une prochaine éventuellement. Ouais, certainement, certainement. Merci beaucoup à tout le monde qui était avec nous ce soir. Bonne fin de soirée.